à 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Des sanctions économiques prolongées contre la Russie, Moscou qui décide de déployer de nouveaux missiles balistiques, ça sent vraiment pas l'apaisement entre la Russie et l'Occident ces temps-ci. Bonjour Camille Grand. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. C'est quoi pour commencer ces histoires d'armes balistiques déployées par Moscou? De quoi parle-t-on? Alors, il s'agit pour la Russie de moderniser son arsenal nucléaire. Les annonces faites par Poutine s'inscrivent dans une modernisation qui est engagée depuis plusieurs années déjà. La Russie a décidé de se doter dans la décennie d'environ 400 missiles nucléaires intercontinentaux pour moderniser son arsenal nucléaire qui, il est vrai, était assez vieillissant puisqu'il n'avait pas été modernisé depuis la fin de la guerre froide. Alors, Vladimir Poutine explique que c'est aussi une réponse au projet des Américains d'installer des armes lourdes en Europe centrale. C'est quoi ce projet américain ? Alors là, on nous parle d'autre chose. Les États-Unis veulent créer des dépôts d'armes pour pouvoir déployer des petits contingents de soldats dans les pays baltes, en Pologne et peut-être dans d'autres pays d'Europe centrale. Il s'agit du déploiement de quelques blindés dans des sortes de dépôts d'armement. L'idée, c'est de pouvoir déployer 5000 hommes à peu près, c'est ça, sur des interventions rapides ? Au maximum. Dans l'hypothèse, ça permettrait aux Américains de se déployer rapidement, notamment si des tensions devaient monter avec les pays baltes, sans avoir à déployer leur matériel. Donc c'est des dépôts de matériel. Mais on peut comprendre que ça crispe un peu Vladimir Poutine, ça non, qu'il ne soit pas très content. Alors, pour Vladimir Poutine, toute avancée des Américains à proximité de sa frontière est perçue comme une menace. En même temps, c'est pas le déploiement d'une brigade américaine aux frontières de la Russie qui va permettre d'envahir la grande steppe russe. C'est un programme agressif de la part des Américains ? C'est un programme de défense ? C'est un non-événement ? Comment vous qualifieriez ça ? Du côté américain, c'est la mise en œuvre des décisions qui ont été prises au sommet de l'OTAN au Pays de Galles l'an dernier, qui sont une réponse directe aux événements d'Ukraine et au besoin de rassurer un certain nombre d'alliés de la ligne de front, on va dire, que sont les pays baltes ou la Pologne. On a un tweet de Mustapha Dumont. Poutine craint-il que l'OTAN s'implante en Ukraine ? Est-ce que c'est ça derrière les esprits ? Alors, il le craint, mais il n'a pas de raison de le craindre. Aujourd'hui, il n'est pas question d'élargir l'OTAN à l'Ukraine. L'OTAN n'est pas présent en Ukraine. Les alliés n'envisagent même pas de livrer des armes à l'Ukraine. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est relève un peu de la paranoïa de son côté. La paranoïa, mais jusqu'où la paranoïa ? On a un tweet de Sam Ribot qui résume assez bien l'inquiétude de nos auditeurs. Poutine prépare-t-il une guerre ? Alors Poutine veut nous rappeler un peu lourdement que la Russie est une puissance nucléaire, d'autant plus que c'est sans doute le seul domaine où la Russie soit encore une superpuissance. Donc il est dans une logique un petit peu de forteresse assiégée et il veut nous dire, au fond, ne vous mêlez pas de ce qui se passe dans l'espace post-soviétique. Ici c'est chez moi, quoi. Ici c'est chez moi et je suis une puissance nucléaire, souvenez-vous-en. On est dans la guerre de communication, Camille Grand, dans l'intox, ou est-ce qu'il y a un vrai risque que cela dégénère ? Est-ce que aujourd'hui ou peut-être demain, la guerre est selon vous un sujet ? Alors, la guerre n'est pas un sujet au sens où je crois que personne, pas même Poutine, n'envisage un vrai grand conflit en Europe sur le modèle de ce qu'on redoutait pendant la guerre froide. D'un autre côté, on voit la multiplication des tensions et donc des incidents sont toujours possibles au-delà de la guerre qui se déroule sous nos yeux en Ukraine. Les risques sont davantage des incidents sporadiques, en fait, c'est ça ? C'est la multiplication des incidents sporadiques. Il y a beaucoup de survols d'avions russes, d'entrées de sous-marins russes dans la Baltique et ainsi de suite, qui ont donné lieu à des incidents parfois inquiétants. À qui les Russes achètent leurs armes ? À eux-mêmes pour l'essentiel. Leur grande tentative d'acheter des armes à l'extérieur s'est soldée par un échec avec le Mistral. Ah oui, ils ne sont toujours pas livrés, qu'ils ne le seront pas, semble-t-il. Hein. On peut être catégorique là-dessus, ils ne seront jamais livrés, vous pensez ? Aujourd'hui, les négociations sont même engagées entre la France et la Russie pour sortir de ce contentieux. Les Russes et les Américains, c'est une question de Jérémy sur Europe1.fr, s'accusent de violer le traité FNI. C'est quoi ce traité ? Alors ça, c'est le traité qui technique, là. C'est le traité sur les euromissiles. Quand même. C'est le traité sur les euromissiles qui date de 1987, qui était le traité qui a mis fin au déploiement des SS-20, des Pershing en Europe. C'était la grande crise des années 80. C'est un peu le traité qui avait marqué la fin de la guerre froide. Et donc ça, c'est presque plus inquiétant que les annonces de Poutine qui relèvent un peu de la rhétorique, dans la mesure où si ces violations sont confirmées et qu'on se relance dans le déploiement d'armes nucléaires à portée intermédiaire en Europe, là on pourrait vraiment parler de course aux armements. On a une question de G. Perrin à l'instant. À l'heure où le terrorisme est omniprésent, ne doit-on pas s'associer à la Russie pour contrer ce phénomène ? Est-ce qu'il n'y a pas une alliance objective à aller chercher là ? Alors, il y a eu pas mal de coopération avec la Russie dans ce domaine, notamment sur l'Afghanistan. Et enfin, les Russes sont très préoccupés par ce sujet. Parmi les combattants étrangers de Daesh, il y a plus de 2000 Russes. Et les Européens, comment ils se situent au milieu de tout ça ?
Alors les Européens, ils sont très mal à l'aise parce que l'idée de course aux armements les met dans c'est exactement le contraire de tout ce que veut faire l'Europe depuis sa création. Nous, on est très en pointe sur les sanctions économiques qui ont été prolongées de 6 mois hier, mais on n'a pas envie de faire la guerre. Alors, les Européens n'ont pas envie de faire la guerre, ont du mal à se réengager dans un processus même simplement de dépenses militaires, de rétablissement de leurs dépenses militaires. Donc on a des Européens qui sont au fond très bousculés par ces déclarations un peu belliqueuses de Poutine. Est-ce qu'en coulisses, on se parle plus qu'on veut bien le dire? Est-ce qu'il y a des négociations secrètes? Est-ce que c'est moins tendu en fait que les apparences? On n'a jamais coupé les ponts avec la Russie. Même si, par exemple, les Européens et les Américains ont boycotté les cérémonies de la victoire en 1945, dès le lendemain, Madame Merkel était à Moscou, John Kerry était à Sochi quelques jours après. Donc, la discussion avec la Russie n'a jamais été rompue, même si elle est vraiment difficile autour du dossier ukrainien. J'ai une dernière question, Camille Grand. On a appris il y a quelques jours que ce sont sans doute des hackers russes qui avaient piraté la chaîne TV5. Il y a également des soupçons après un piratage du Bundestag, le Parlement allemand. Quel est, si c'est confirmé, l'intérêt pour les Russes de jouer à ça ? Le domaine du cyberespace est un des nouveaux champs de compétition stratégique et c'est un des domaines dans lesquels la Russie excelle. Ça fait partie de ce qu'on appelle la guerre hybride vu de leur côté, c'est-à-dire cette capacité à utiliser finalement tous les moyens, depuis des intrusions informatiques offensives jusqu'aux grandes menaces nucléaires qui nous rappellent la guerre froide. Merci beaucoup Camille Grand d'être venu nous faire partager votre expertise ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Merci. Bonne journée.